Please be seated. Veuillez vous asseoir. I was informed. Le juge président, rebonjour à tous. La défense de M. Gbagbo souhaiterait aborder une question à l'absence du témoin. On m'en a informé et donc je donne la parole à Maître Altit. I would like just. Est-ce que vous pourriez être bref, s'il vous plaît, parce que nous aimerions, dans la mesure du possible, achever la déposition du témoin aujourd'hui, quitte à prolonger la journée d'une demi-heure ou d'une heure. Merci, Monsieur le Président. La brièveté, vous en jugerez. C'est une question à laquelle nous pensons que votre Chambre doit répondre. Monsieur le Président, nous voulons confronter le témoin, ce témoin-ci, à un passage de la déclaration de P234, divulguée par le procureur, une déclaration, les passages en tout cas, qui concernent les cellules de déstabilisation organisées par les responsables de l'hôtel du Golfe. Le numéro, les passages que nous souhaitons utiliser pour confronter le témoin sont au numéro suivant, CIV OTP 0041 0534. CIV OTP 0041 0534. Paragraphe 31 à 46. 31 à 46. Normalement, il faudrait que je lise tout le passage ou tous les passages pour qu'ils apparaissent dans les transcrits. Mais comme c'est un tout petit peu long, nous pensons qu'il pourrait être utile de distribuer à toutes les parties et aux témoins la version papier de ces passages pour que chacun en prenne connaissance et que je puisse ensuite poser des questions. Évidemment, nous allons distribuer ces passages au service de transcription pour qu'ils soient intégrés directement dans les transcrits. Monsieur le Président, pour être tout à fait clair et précis, j'ai un dernier point que je voudrais aborder à huis clos, si vous l'autorisez. Donc, à partir du 2... Let's go into private. Le président passe en audience à huis clos partiel. Le papier commence là. Okay. We are in open session, Mr. President. La greffe d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président, le juge président. Après avoir entendu les observations des parties relativement à la requête formulée par la défense de M. Gbagbo, tendant à confronter ce témoin à une déclaration antérieure d'une autre personne qui ne sera pas appelée à la barre des témoins par le bureau du procureur en tant que témoin, car cette personne a été retirée de la liste, donc cette requête est rejetée. Il s'agit d'une personne qui n'est même pas potentiellement témoin, et par conséquent, cette personne ne fait pas partie de cette procédure. Elle n'a pas participé à cette procédure. Évidemment, la défense peut choisir d'appeler cette personne qui a été retirée par le bureau du procureur en tant que témoin pour l'interroger sur cette déclaration. Déclaration qui a été faite devant les enquêteurs lors des étapes de l'enquête avant le début du procès. Je demanderai maintenant que le témoin soit introduit dans le prétoire afin que l'on poursuive l'interrogatoire de la défense de M. Gbagbo. For a half an hour, then we have one. Qui
on aura pour 30 minutes, après quoi la défense de M. Blégoudet aura 1 heure pour faire son interrogatoire. Après quoi, Alors, monsieur le témoin, ça Ouais. va? Ça va. Alors, nous avons appris qu'une personne, qu'un élément du bazar, qui était en contact avec des personnes au golf, recrutait parmi les personnels du bazar, à la demande de ces responsables qui se trouvaient au golf. Nous avons appris alors, cette personne, nous avons appris que cette personne avait recruté au bazar. Et Monsieur le Président, pour essayer de coller le plus possible à votre décision, voulez-vous que je donne la liste des noms maintenant en audience publique ou préférez-vous que ce soit à huis clos? Il s'agit de ce que nous avons appris et de la liste des personnes recrutées par celui qui obéissait aux ordres du Golfe pour engager des gens pour mener des actions pro-Ouattara à l'intérieur du bazar. Well, I would put the question. le président, personnellement, je poserai la question suivante. Est-ce que vous savez quoi que ce soit au sujet du recrutement de telle personne ou que savez-vous au sujet de cela? Mais pour cela, il nous faudra passer à huis clos partiel pour entendre les noms. Passons à huis clos partiel maintenant. We are back to open session, Mr. President. As I, La greffière d'audience, nous sommes à huis clos. Nous sommes en audience publique. Le Président, il me semble que la question devrait être que savez-vous de cela? Est-ce que vous avez été recruté? C'est-à-dire des questions ouvertes. Je voudrais juste terminer en quelque sorte les prémices de ma question. Nous avons appris aussi que dans toutes les unités des corps habillés, il y avait un groupe de déstabilisation qui avait été constitué à l'initiative du Golfe. Et maintenant, ma question, qui est celle que le président vient de dire,
qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de ce que nous vous avons appris? Et qu'avez-vous à dire? À ma connaissance, personne ne m'a contacté pour me recruter. Ça, c'est un. Je n'ai pas encore reçu de l'argent, sinon je n'ai jamais reçu de l'argent pour faire quoi que ce soit. Peut-être que si c'est maintenant à me donner l'argent, c'est bienvenu. Et tous ceux dont on a cité, je ne suis pas eux. Ils ne sont jamais venus me dire qu'ils ont reçu de l'argent. Et d'ailleurs même qui recrutait. Si on peut savoir aussi, c'est pas mauvais, hein, parce que moi, je ne le connais pas. Le président, excusez-moi, monsieur le témoin, connaissez-vous les personnes dont les noms vous ont été lus par Maître Altit? Je connais très bien. And why do you know them? Le président, comment, pourquoi les connaissez-vous? On a servi depuis toujours ensemble. Au Baza. Do you know if Le juge président, savez-vous si à un moment donné dans le temps, ils ont quitté le bazar et si oui, où ils sont allés? Pendant que moi j'étais au Baza, aucun d'eux n'avait quitté le Baza. Puisqu'il n'y avait pas de déserteurs. yes, but do you know Le juge président, oui, mais savez-vous si à un moment donné dans le temps, ils sont partis? Ils sont partis seulement lorsque le Baza avait été bombardé. Le chef de corps du Baza lui-même avait déjà fui du Baza. Ceux-là ne se sentant pas en sécurité Yep. m'ont appelé parce que c'est des gens avec qui j'échange régulièrement. Presque nous, les gens du Nord, on avait tous nos numéros. Et même s'il n'avait pas mon numéro, il y avait la facilité d'avoir mon numéro en passant par quelqu'un d'autre. Et étant homme du Nord, il était encore plus facile qu'on lui donne mon numéro. Le juge président. Et une fois qu'ils ont quitté le bazar, où sont-ils allés? Bon, dès qu'ils ont quitté le Baza, je ne peux pas vous dire exactement où ils sont allés. Mais quand ils ont sollicité mon concours, moi, je leur ai dit de venir aux choses, comme on appelle le Golf Hotel. Après avoir rendu compte au colonel Patrice, à chaque fois que quelqu'un m'appelait. Puisque c'est lui que je connaissais le mieux là-bas. and do you know Le juge président, savez-vous si quelqu'un les a aidés pour aller du bazar jusqu'au Golf Hotel? Ça, je ne pourrais vous le dire. Mais ce que je sais, lorsque je partais au Golf Hotel, je suis parti à Ouattara Babaï. Ça, au moins, je sais. Mais le reste, je ne pourrais vous le dire. Et le secteur ne nous est pas étranger. Puisque même pendant les footings, on passait régulièrement vers cette zone-là. Donc, on maîtrisait plus ou moins la zone. Maître Le président, Maître Altit, veuillez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Alors, monsieur, de quand date votre première rencontre avec les enquêteurs du bureau du procureur? C'est après la crise, hein, je crois, dans les années 2002-2003. Pardon, excusez-moi, hein, c'est une erreur. Juste après 2011, je crois. Juste après 2011. C'est-à-dire après la crise. Sinon, avant cela, je ne les connaissais même pas. Quel était l'objet de cette première réunion?
Quelle réunion? Avec les enquêteurs du bureau du procureur. C'était pour m'entendre. Ils m'ont demandé les faits, ce que j'ai vécu. Le dernier contact avec le bureau du procureur date de quand? La date, je ne l'ai pas en mémoire. À peu près? Je ne pourrais vous le dire parce que je ne l'ai pas en mémoire. Il y a longtemps? Yeah, but Oui, il y a longtemps. Le président. Mais la question était la suivante. Vous avez donné une déclaration au bureau du procureur. Nous avons cette déclaration et la date indiquée était 6-7 septembre 2012. La question était de savoir, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un du bureau du procureur avant de donner votre déclaration et après? Et si oui, combien de fois? Une fois, deux fois, trois fois? Bon, je crois les avoir croisés au moins 2 fois. Hein. Mais avant de faire ma déposition, je n'avais pas croisé quelqu'un. Personne n'était venu me croiser avant. Quand je suis venu le premier jour où je suis arrivé, c'était pour me demander les faits. Maître Altit. Vous n'aviez pas menacé Péga Régny de l'envoyer à la CPI pendant la crise? Je lui ai dit qu'il allait payer de ses actes. Et après ça, j'avais été en prison. Le jour où je l'avais vu en prison, ayant fait l'enfance ensemble, je lui ai dit que c'est moi qui l'ai mis en prison. Mais tôt ou tard, on verra. Il m'a dit qu'il avait accompli sa mission. Donc, je ne vois pas où se trouve la menace de l'envoyer à la CPI. D'accord. Comment avez-vous été contacté par le bureau du procureur? Par qui, si vous voulez? J'étais là un jour et puis j'ai reçu un coup de fil. Je ne sais pas qui a donné mon numéro. Et puis j'étais avec le colonel Kofi Ndri. Et après échange, il m'a dit, bon, mais il fallait répondre. Et puis tu viens me rendre compte. En ce moment, j'étais au BSPD, au Bureau Sécurité, Prospection, Défense. Donc, ce que vous nous dites, c'est que votre hiérarchie était informée, n'est-ce pas? Oui, à toute fois que je devais partir. Parce que je ne prends jamais d'initiative, le plus souvent sans informer ma hiérarchie. D'accord. Donc là, avant de venir ici, cette fois-ci, vous avez informé votre hiérarchie? C'est eux-mêmes qui m'ont donné la permission. D'accord. Est-ce qu'on vous a fait des promesses pour vous encourager à coopérer avec le bureau du procureur? Je n'ai pas encore eu de promesse. Avez-vous signé un accord vous promettant que vous ne seriez pas poursuivi si vous coopériez avec le procureur de la Cour pénale internationale? Pas encore. Non, monsieur. Est-ce que vous avez donné le nom d'autres témoins potentiels au bureau du procureur? Oui, j'ai donné des noms. J'ai même orienté le bureau de procureur pour qu'ils aillent à Bobo pour pouvoir avoir plus de renseignements. Mais je ne sais pas s'ils sont allés ou pas. Quel nom? Monsieur MacDonald, Monsieur le Président,
Est-ce qu'on pourrait passer à huis clos partiel pour donner ces noms? C'est une demande que je vous fais. Le président, oui, bien évidemment. Nous passons à huis clos partiel pour la liste des noms. La greffière d'audience. Nous sommes en audience publique. Le président, merci. Maître Altit. Ceci conclut, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, l'interrogatoire du témoin par la défense de Laurent Gbagbo. Thank you very much, Mr. Le président, merci beaucoup. Monsieur le témoin, la défense de Monsieur Gbagbo n'a plus de questions. Je vais maintenant donner la parole au Conseil de la défense de Monsieur Blé Goudet et c'est Maître Knops, le conseil principal, pour la défense de Monsieur Blé Goudet. Vous avez la parole, Maître Knops. Maître Knops, merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le témoin. Je m'appelle Maître Knops, je suis avocat aux Pays-Bas et je fais partie de l'équipe de défense de Monsieur Charles Blé Goudet. Je voudrais vous poser quelques questions supplémentaires concernant l'utilisation des mortiers. Voici ma première question. Étant donné que vous avez étudié les mortiers 120 mm, pouvez-vous nous dire si vous connaissez l'abréviation technique CEP? C'est une abréviation technique qui est utilisée dans la science militaire de balistique. Est-ce que vous connaissez cette abréviation CEP? Question. Vous avez donné un certain nombre de notes aux enquêteurs lors de votre entretien. C'était un petit cahier. C'est l'annexe 14. Est-ce que vous vous souvenez quelle était l'année où vous avez pris ces notes dans le carnet que vous avez présenté aux enquêteurs? Ce que je disais depuis le début, l'année à laquelle j'ai fait mon BA1, je ne l'ai pas trop en mémoire. Et ces notes viennent de mon cahier du BA1. Yes. Yes. Question. Oui, d'accord. Est-ce que cela pourrait être en 1997, puisque j'ai appris que vous avez rejoint l'armée en 97. En 97 et peu après, vous êtes allé faire votre formation en artillerie au Baza. Correction, il s'agissait bien de 87 et non pas 97. Donc, est-ce que cela aurait pu être en 87, 1987 ou 88 que vous avez pris ces notes? Je vois un geste. Pouvez-vous répondre? En 87, je n'étais que appelé. Le BAS n'existait pas encore à Akwedo. Non, ça ne peut pas être en cette période-là. Le BA2, je l'ai fait entre 2003 et peut-être 2005-2006 par là. Voilà. Donc, c'est loin derrière ce que vous dites. Yeah. Yes. And during... Question. Et au cours de cette formation CI2, on ne vous a jamais parlé de CEP. Cela ne vous rappelle rien, CEP? Je ne vois pas. No. You ever heard about... Question. Connaissez-vous la probabilité d'erreur circulaire? Écart circulaire probable.
écart circulaire probable. En fait, c'est cela. Le sens de ce sigle CER. Lorsqu'on parle peut-être d'écart circulaire, je parlerai peut-être des dévers. Ou bien, je ne sais pas si vous voulez me parler de la lancée de l'obus, l'angle que ça fait avant de descendre. I conclude you are not familiar with. Question. Donc, j'ai compris que vous ne connaissez pas le terme d'ECP. C'est une mesure de la précision d'un système d'armement défini comme le rayon d'un cercle dont le centre se trouve sur la ligne dont les limites correspondent au point d'atterrissage. C'est donc la définition technique de ce sigle qui en anglais est CEP, en français ECP. Bon, si je comprends bien, vous voulez parler des rayons d'action que l'obus fait à sa tombée. C'est cela? Put it simply, yes. Mr. Knops. Le président, Maître Knops, nous avons peut-être un problème éventuel d'interprétation. Vous parlez en anglais, c'est interprété par des individus qui ne sont pas forcément des experts en balistique. Il se pourrait que le témoin ne comprenne pas l'interprétation. Monsieur MacDonald, est-ce que mon collègue, mon confrère pourrait lire la version en français sur Wikipédia? Le président, écoutez, le témoin est un soldat, ce n'est pas non plus un expert en balistique. Next question, maybe Maître Knops, bon, il se pourrait qu'il y ait un problème de traduction. Ma question est, connaissez-vous le CP conventionnel d'un mortier de 120 mm? Est-ce que vous connaissez ce concept-là? L'écart circulaire probable d'un mortier de 120 mm, dont le rayon de la tombée qui doit tenir compte de la surface de la tombée. Lorsqu'on me parle de surface tombée, moi, ce que j'ai appris au cours de ma formation, lorsque l'obus tombe, c'est le rayon d'action que les éclats font que je connais. Je sais que le rayon d'action part jusqu'à 300 mètres et le diamètre fait 600 mètres. Ça, au moins, je l'ai appris. Maintenant, s'il y a d'autres rayons d'action, là, je ne sais pas. Peut-être qu'on me parlera de l'effet de souffle, mais l'effet de souffle, c'est ceux qui sont juste à proximité. Mais celui qui se trouve à 300 mètres là-bas, quand on me parlera d'effet de souffle, je lui dirai que l'effet de souffle n'arrive pas à 300 mètres, c'est plutôt les éclats. Today you, Question. Vous avez dit aujourd'hui à la Chambre que 500 mètres pourraient correspondre à la marge d'erreur de ce rayon. C'est à la page 71, ligne 10 de la transcription d'audience d'aujourd'hui. Est-ce que vous vous en souvenez? En répondant aux questions du Conseil de la défense du président Gbagbo, vous avez dit qu'une marge d'erreur de 500 mètres était possible. Or, dans les mortiers de 120 mm
Et dans les manuels de ces 120 mm, le CP, l'écart circulaire probable, qui est indiqué pour la tombée, est indiqué à 130 à 140 mètres. Est-ce que vous connaissez ces chiffres-là? Moi, les chiffres que je connais, c'est 300 mètres et 600 mètres. Ça veut dire 300 mètres de diamètre, de rayon, et 600 mètres de diamètre. Maintenant, s'il y a eu d'autres enseignements, moi, on ne m'a pas encore enseigné cela. Mr. Knobs, but Le président, Maître Knobs, vous pouvez peut-être indiquer quelle est votre source à vous, car il se pourrait que votre source soit erronée. Maître Knobs, justement, j'allais demander au témoin la chose suivante. Monsieur le témoin, vous avez appris les chiffres de 300 mètres et 600 mètres, mais quelle était la base de ces éléments d'information? Qui vous a donné ces chiffres-là, notamment pour ce qui est du rayon d'un mortier de 120 mm? Au fait, les chiffres nous sont donnés par nos instructeurs au cours des cours. Et nous, on notait pour pouvoir les assimiler. Yes. Maintenant, puisque je n'ai pas tiré un mortier, prendre un mètre mesuré pour vous dire, après avoir mesuré, voici ce que j'obtiens, moi, je me base sur mes cours. yeah. Yeah, you never use the mortar in. Question. Vous n'avez jamais utilisé le mortier en cas de combat? Est-ce exact? En cas de combat. Yeah. You told us earlier that you had. Question. Vous avez parlé plus tôt que vous aviez un instructeur français. Est-ce que c'est à ce moment-là que l'on vous a donné ces deux chiffres que vous avez mentionnés de 300 et de 600? Ou est-ce qu'il s'agissait d'instructeurs de l'armée ivoirienne? Au cours de ma formation du BA1 étaient tous ivoiriens. Quand je parle d'instructeurs français, je parle du droit de la guerre, du droit humanitaire. Voilà, c'est de ça que je parle. Là, c'est des Français qui nous l'ont donné. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. J'étais encore caporal quand on me donnait ça. Ce n'est pas pendant la crise. Thank you. Question, je vous remercie. Maintenant, j'ai une deuxième série de questions. À propos de ce que vous avez dit hier, transcription, page 43, ligne 18, transcription d'hier. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de position en avant pour aider le tireur lorsqu'il y aurait eu le bombardement. Il n'y avait pas de guetteur, c'est ce que vous avez dit. Vous vous rappelez avoir dit ça? Normally, there is. Or, normalement, lorsqu'on tire un obus de mortier, il y a toujours un guetteur à l'avant. Ben, vous aurez plutôt demandé à ceux qui ont tiré l'obus pourquoi ils n'ont pas mis quelqu'un en avant. Et en ce moment-là, je ne crois pas bien que quelqu'un aurait pris le risque d'aller en avant. Parce que si tu partais en avant, puis c'est toi-même tu les guettes, ce n'est pas eux qui vont te laisser. That was exactly Mr. Witt. C'était justement ma question. Comment se fait-il qu'en une telle situation, il n'y avait pas de guetteur? Mais pourriez-vous nous parler du risque auquel vous faites référence? Il n'y avait pas de guetteur parce que les FDS auraient pu se faire tirer dessus, c'est ça?
après qu'on ait parlé de la tuerie des femmes, tout le monde se défendait. Est-ce qu'un FDS aurait eu le courage d'aller se mettre à un point X pour dire soit tirer un peu plus à gauche, tirer un peu plus à droite? Moi, je ne pense pas. Moi-même, si on m'avait envoyé pour ça, je ne serais jamais parti. Were you taught, Mr. Monsieur le témoin, vous a-t-on appris qu'il y avait des circonstances opérationnelles envisageables où l'on peut autoriser l'utilisation de mortiers sans qu'il y ait de guetteurs? Est-ce que vous avez appris que cela existait? Ça peut exister. Ça peut exister. Can you mention one example? Vous pourriez nous en donner un exemple? Par exemple, une zone d'insécurité pour soit amis qui tirent vers une zone ennemie. On ne va pas dire à l'ami d'aller se mettre dans un point. Ce n'est pas, par exemple, la destruction d'un point, d'un pont, ou bien en pleine brousse et autres, où on sait que le coin est bien sécurisé, mais il faut détruire le pont parce que ça sert de pont de ravitaillement à l'ennemi. Si c'est un pont qui sert de ravitaillement à l'ennemi, on peut le détruire. Et là, on peut dire à quelqu'un d'aller guetter pour pouvoir guider un peu celui qui effectue les tirs. Yeah. Would you agree? Question, mais convenez-vous avec moi, monsieur le témoin, qu'une fois que l'unité dispose d'une carte d'artillerie et qu'on lui a donné les coordonnées de la cible, dans ce cas-là, on peut utiliser le mortier. Vous êtes d'accord ou non? Le président, c'est quand même une hypothèse là dont vous parlez. C'est basé sur énormément d'hypothèses. Le maître Knops, mais c'est quand même dans la déclaration. Et cela a directement à voir avec l'incident dont on parle. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je ne souhaite pas aider le témoin. Mais je peux lui demander, il me semble, la chose suivante. Est-ce que cette situation est envisageable? Et ensuite, ma deuxième question de suivi, c'est de savoir si dans le camp militaire à l'époque, vous disposiez des cartes d'artillerie, des cartes pour les tirs. Première question donc, si vous êtes unité de mortier et que vous avez les cartes d'artillerie et que vous disposez aussi des coordonnées d'une cible et qu'il n'y a quand même pas de guetteur, est-ce qu'on peut tirer? Est-ce que le commandant de l'unité de mortier peut ordonner le tir? Tir de roquette, enfin de grenade. Lorsque les coordonnées vous sont données, sans même qu'il y ait de guetteur, on peut tirer. Aux fins d'artillerie, mais décrivant bien précisément le quartier d'Abobo. Lorsque moi particulièrement je partais, on ne m'a pas remis une carte. On m'a plutôt remis des coordonnées. Et lorsqu'on m'a remis les coordonnées, on m'a fait entendre que c'était pour tirer des mortiers sur le carrefour de la mairie et Ndautré. Et que ces coordonnées-là correspondaient à l'action que je devais mener. Sinon, on ne m'a pas adressé une carte, tiens, toi-même, va faire les calculs. Je n'ai fait aucun calcul. D'ailleurs, avec tout ça, il y a des risques qu'il ne fallait pas prendre, c'est-à-dire tirer. Puisque les données ne venaient pas de moi. J'ai même signifié le nom de celui qui avait fait ces calculs. Question, mais vous êtes d'accord avec moi sur la chose suivante. Pour utiliser les coordonnées, il faut avoir une carte.
carte d'état-major aux fins d'artillerie. Au fait, je n'en disconviens pas. Vous comprenez plus ou moins les raisons pour lesquelles je n'ai pas exécuté. Yes. Question oui. Et avez-vous des informations à nous donner à propos de la précision de ces cartes d'état-major à l'époque? Et là, bien sûr, je parle de la période de référence, donc février-mars 2011. Ces cartes d'état-major dont disposait le FDS étaient-elles précises? Je n'ai pas utilisé de carte, donc je ne saurais vous dire si c'était précis ou pas. Si vous faites référence, par exemple, au colonel Dadi, à l'ex-capitaine Bruno, eux au moins pourraient mieux vous expliquer. Puisque je vous dis que je n'ai pas utilisé de carte à cette période-là. Donc je ne peux pas affirmer la véracité ou la précision que cette carte-là m'aurait donnée. But you must have... Question. Mais vous êtes militaire depuis 30 ans. Donc à un moment ou à un autre, vous avez bien dû utiliser ces cartes d'état-major. Vous avez jeté vos yeux à un moment ou à un autre sur une carte d'état-major. Donc pourriez-vous nous dire, d'après vous, si ces cartes d'état-major sont véritablement précises? Bon, les cartes que moi particulièrement j'ai utilisées, c'était les cartes d'Akwedo et ses environs. Parce qu'on nous coupait quelques petites cartes où on pouvait nous couper, faire des cartes d'une zone quelconque, voilà, sur laquelle on pouvait étudier. Mais dire qu'on m'a présenté la carte entière d'Abidjan ou la carte d'Abobo ou même la carte de Yopougon, Koumansi et autres, moi je n'ai pas reçu ce genre de cartes. On pourrait même prendre une carte d'Europe et puis travailler dessus. Tout qu'on fait, c'était pour dire à celui qui recevait la formation, voici comment ça se passe. Et une fois même, je me rappelle, au cours d'un cours, on a eu à poser la question parce que c'était une carte d'Akwedo, mais qui n'était pas d'actualité. C'est-à-dire, c'était une carte plus ou moins dépassée. Donc, il y avait des zones qui existaient maintenant qu'il n'y avait pas sur cette carte. Je prends l'exemple. La carte qu'on m'a montrée tout de suite, où on me demandait d'orienter, de préciser le carrefour mairie et Ndotré. Vous voyez que j'ai pris un certain nombre de temps. Il y a des secteurs qui ne sont pas avec précision sur cette carte-là. Il y a plutôt des numérotations. Mais ces numéros-là, ça sert à quoi? Moi, je ne peux pas vous dire parce qu'il y a une légende sur une carte. C'est à partir de cette légende-là, on peut savoir exactement ce que dit la carte. Je n'ai pas la légende, je vois des numéros, et puis je me mets à Ndotré comme ça, j'ai préféré ne rien mettre. Je mets une croix, je dis ça c'est Ndotré. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est Ndotré? Est-ce que ce n'est pas Kennedy que j'ai coché? Oui, désolé, monsieur le témoin. Je vous arrête. La carte dont vous parliez n'était pas une carte présentée comme étant une carte d'état-major aux fins d'artillerie. Parce qu'au paragraphe 157 de votre déclaration, vous dites... À vol d'oiseau. En référence à une carte d'artillerie. La carte est la représentation réduite sur papier d'un site. On donnait les coordonnées de cible et à partir de là,
on fait le calcul et on oriente notre canon en site. So, in your statement, you... Dans votre déclaration, donc, vous disiez aux enquêteurs qu'il était habituel d'utiliser ces cartes d'artillerie pour commencer et d'utiliser les coordonnées sur cette carte pour identifier la cible. C'est ainsi, n'est-ce pas? Une carte a des coordonnées, a aussi une légende. La légende, c'est ce qui peut se trouver sur la carte. Vous voyez, souvent, on voit des secteurs où il y a des forêts. On peut avoir un secteur où il y a des monticules de terre, c'est-à-dire les différentes formes de terrain. Maintenant, la mesure à vol d'oiseau, communément, c'est dit comment? Lorsque vous devez, je quitte d'ici pour aller vers vous. Je vais d'abord vers le président, et puis je tourne, je reviens vers vous. Vous voyez que la distance est longue par rapport à lorsque je prends une craie que je lance dans votre direction. Elle est directe. C'est ce que nous, on appelle plus ou moins un vol d'oiseau. Sinon, à pied, il y a les détours qu'il faut faire. Yes. Oui. Vous nous avez aussi dit que parfois, lorsqu'on utilise des mortiers, les premiers et deuxièmes tirs sont utilisés pour atteindre la cible, mais parfois, il faut plus de projectiles avant d'atteindre la cible. Convenez-vous avec moi que l'on peut atteindre une cible militaire avec le premier obus, du premier coup? Entièrement d'accord avec vous. Mais ça dépend de l'expérience de celui qui utilise l'engin. Yes. Now, with respect to... Maintenant, en ce qui concerne votre parcours, vous a-t-on enseigné la guerre urbaine à un moment ou à un autre lorsque vous étiez en formation militaire? De localité, ce que vous appelez la guerre urbaine, je l'ai appris, mais pas profondément. Bien. Avez-vous appris, oui ou non, qu'une fois une cible militaire identifiée lors d'un combat de localité, on peut attaquer soit de façon offensive, soit de façon défensive, pour se défendre soi-même? Mal. Yeah. At the time of the election. Et lors de ce tir de mortier, saviez-vous quelles étaient les règles d'engagement qui avaient été données par le commandant du camp commando? Comme ça qu'il y avait des ennemis là-bas. C'est-à-dire au carrefour Mairie et au carrefour Ndotré. Mais moi, je n'avais aucun moyen pour vérifier. Ça, c'est ce que lui disait. Je n'avais pas aussi de personnes à envoyer là-bas pour aller vérifier, parce que je ne pouvais pas risquer la vie de mes hommes. No. But were you aware? Saviez-vous qu'à l'époque, le commandant avait édicté des règles d'engagement sur lesquelles, si une unité du FDS était attaquée, ils avaient le droit de riposter pour se défendre? Saviez-vous que ces règles d'engagement avaient été édictées? Dire, parce que ça n'a pas été dit dans ma présence. Question est, êtes-vous d'accord avec moi? La chose suivante. Pour une situation similaire, il convient d'avoir un ordre écrit. D'après vous, il faut un ordre écrit
ou un ordre non écrit pour qu'un militaire riposte en défense? Est-ce qu'il faut un ordre écrit ou pas? Là, à ma connaissance, où j'étais au camp commando, je n'étais pas attaqué. Personne ne tirait des obus sur moi ou des petits calibres. On me dit comme ça, il y a des ennemis là-bas. On n'a pas dit que ces ennemis étaient en train d'attaquer des gens, mais on me dit de les détruire. Et Oh, Mr. Witness, I'm sorry. Non, monsieur le témoin, non. Ma question n'était pas celle-là. Je voulais savoir si vous pouviez nous confirmer la chose suivante. Un militaire peut-il invoquer l'autodéfense, mais dans ce cas, il lui faut absolument un ordre écrit pour une riposte s'il se défend? lorsque vous êtes engagé dans le combat, vous n'allez pas demander un ordre écrit, sinon c'est peut-être vous le mort ou lui le mort. Mais là, je n'étais pas engagé dans un combat. Il n'y avait pas des ennemis que j'affrontais directement. Mais on me dit, il y a quelqu'un là-bas et qu'il faut tirer. Thank you. Thank you. Question, merci. Ce n'était pas vraiment ma question, mais bon. Maintenant, dernière question sur ce que vous nous avez dit hier, transcription d'hier, anglaise, page 28, ligne 6. Vous nous avez dit hier la chose suivante. En 2003, à un moment précis, le BASA a reçu des renforts. Et j'aimerais savoir pourquoi le BASA avait besoin de renforts à ce moment-là. Pour quelle raison? D'abord, lorsqu'il y avait la crise, pas post-électorale, mais la rébellion qui était du côté de Bouaké. Nos autorités militaires ont décidé qu'il fallait renforcer toutes les unités. Et où il fallait renforcer les unités et par qui? On n'a pas dit que c'est des militaires qui quittaient d'un point pour venir nous renforcer, mais il fallait faire un recrutement. Moi, par exemple, quand on me recrutait dans l'armée, je suis parti à la mairie de ma ville et puis j'ai rempli un papier et puis plus tard on m'a appelé. Mais ici, il y a eu un communiqué via ceux qui sont intéressés à venir dans l'armée, rendez-vous à l'état-major. C'était au temps du général Doué Mathias, qui était à cette période-là chef d'état-major. Et quand ils sont arrivés, vous savez ceux qui ont été recrutés? Mais là, je vais vous le dire aussi. Ils ont tiré en l'air. Ceux qui ont fui n'ont pas été recrutés. Les plus courageux qui sont restés ont été recrutés. C'est comme ça qu'ils ont été recrutés. Précisément, je parle de ceux qui étaient à l'état-major. Yes. Thank you very much. Merci. Hier, vous nous avez aussi dit que ces personnes avaient reçu une formation accélérée. Donc, au lieu d'être formés 90 jours, ils n'ont reçu une formation que de 45 jours. Y a-t-il une raison précise pour avoir accéléré cette formation? C'est parce que c'était la crise? C'est parce qu'il y avait un sentiment d'urgence? Bon, pour moi, je pense bien que c'est parce qu'il y avait la crise, mais pas la crise post-électorale. Parce que là, on parle de 2003, 2002-2003. Thank you. Et puis, il n'y a que le chef de corps qui peut définir combien de temps il faut pour former ces éléments. Maintenant, les droits de l'homme, les droits de la guerre, tout ça restait entre parenthèses. Est-ce qu'ils ont appris ça? Moi, je ne pense pas. Non. Pouvez-vous nous confirmer si le BASA, ou si l'armée en général d'ailleurs, au cours de la
crise post-électorale a reçu des renforts. Par exemple, des recrues venant de la population. Je sais qu'à une période où le président Blaise Compaoré devait venir à Abidjan, il y avait des patriotes qu'on avait habillés en t-shirt, c'est pas orange ou bien blanc ou vert, un truc comme ça, avec des jeans. Et ceux-là, on les a déportés vers l'aéroport. On nous a fait croire que c'était la population qui s'était érigée contre l'arrivée du président Blaise Compaoré, qui devait venir en Côte d'Ivoire. Et en ce moment, je crois que c'était le président Gbagbo même qui était au pouvoir. Voilà. Donc, dire que pendant la crise post-électorale, il y a eu des recrutements. Au fait, c'est seulement ces derniers-là que je voyais là-bas souvent. Yeah. Monsieur le témoin, dans votre déclaration au paragraphe 83, votre déclaration antérieure auprès du bureau du procureur, vous avez dit la chose suivante. Qui ont été recrutés dans l'armée pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Can you recall making that statement? Vous souvenez-vous avoir dit cela à l'enquêteur? À cette période-là, 2010-2011, à part les éléments qui étaient habillés en tenue, jeans et autres, il n'y a pas eu un recrutement proprement dit. Le recrutement militaire qu'il y a eu, où ils ont tiré en l'air et puis ils ont pris les éléments qu'ils voulaient, ça s'est passé en 2002-2003. Oui. Thank you very much, Mr. Je vous remercie, monsieur le témoin. C'était mes questions, mais Maître Ndri a quelques questions à poser maintenant. Le président, très bien. Merci beaucoup, Maître Knops. Maître Ndri, c'est à vous. Bonsoir, monsieur le témoin. Monsieur Maître, bonsoir. Je suis Maître Ndri Claver Quadio, avocat au barreau de Côte d'Ivoire. Je vais donc continuer de vous poser les questions pour l'équipe de défense de M. Charles Blé Goudé. Ma première question que je voudrais vous poser, monsieur le témoin, lorsqu'en Côte d'Ivoire, deux Ivoiriens se parlant disent, par exemple, ceci: donne-moi ton téléphone ou donne-moi ton cellulaire. Donne-moi ton téléphone ou donne-moi ton cellulaire. Est-ce que cela peut être interprété comme donne-moi ton numéro de téléphone? Oui. En Côte d'Ivoire, le plus souvent, quand vous voyez un Ivoirien dire donne-moi ton téléphone, le plus souvent, il ne demande pas votre portable même, mais il demande peut-être votre numéro. Vous êtes donc d'accord avec moi que l'expression pour dire donne-moi ton numéro de téléphone, les Ivoiriens ont l'habitude de dire donne-moi ton portable ou donne-moi ton cellulaire. Je suis entièrement d'accord. D'accord. En rapport avec ce que vos autorités militaires vous reprochaient, à savoir que vous avez donné votre téléphone
à M. Kwasi Patrice, qui était au Golf Hotel. Dans notre langage ivoirien, cela n'est pas l'expression du téléphone physique, mais bel et bien le numéro de téléphone. Au fait, à ma connaissance, le colonel Kwasi Patrice, connaissant lui-même très bien Pega Eni, ne m'a pas appelé pour me demander le numéro de Pega Eni. Mais plutôt ce qu'on me reprochait, et je l'ai dit devant le colonel-major Gbegré. Lui-même, quand j'ai fini de parler, il m'a dit, mais vraiment, ton affaire là, c'est Dadi qui a dit de t'arrêter. Donc vraiment, on va faire les investigations pour voir ce que ça donne. Sinon, peut-être lui m'aurait dit, le colonel Gbegré, qui était le responsable de la brigade de recherche, qu'on te reproche le fait d'avoir donné un numéro de téléphone. Il ne m'a pas précisé cela. Et en tant que le responsable de la brigade de recherche, je crois bien qu'il savait ce qu'il disait. Si ce n'est pas interprété autrement. Monsieur le témoin, nous avons en Côte d'Ivoire un langage bien particulier à nous. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on pose les bases. Deux Ivoiriens se parlent. On vous reproche d'avoir donné le téléphone. Parce que pour moi, c'est tellement surréaliste et vous avez donné plusieurs exemples ici. Et vous avez même soulevé votre paire de lunettes pour dire comment est-ce que cela pourrait arriver à telle personne. Est-ce que ce qu'on vous reprochait, ce n'est pas le fait d'avoir remis votre numéro de téléphone à M. Kwasi Patrice? Parce que c'est le langage ivoirien. Et vous l'avez attesté. N'est-ce pas cela qu'on vous reprochait et que vous reconnaissez puisque vous avez donné plusieurs communications avec M. Kwasi Patrice? Bon, après ce que vous avez dit, peut-être que j'allais vous retourner, sinon j'ai bien envie de vous retourner une question. Je pense que le juge président vous a déjà dit que vous ne posez pas de questions aux avocats. Bon, très bien, donc je vais vous répondre. Lorsque j'ai été auditionné, lorsque les investigations ont été menées, si c'était ceux pour lesquels on disait, soit j'avais donné mon numéro de téléphone à Kwasi Patrice que j'avais été arrêté, je pense bien que la brigade de recherche n'allait pas me libérer. Ils n'étaient pas sous pression. Quand ils ont fini de faire leurs investigations, tout et tout, ils m'ont dit qu'ils ne voyaient rien dans mon dossier, qu'il fallait que je parte à la maison d'arrêt militaire. Donc, en griffe, je peux dire qu'on ne parle pas de numéro de téléphone là. Parce que celui qui m'a reproché la chose était le colonel Gbegré. Et il a bien signifié. On dit que vous avez remis votre portable au colonel Patrice pour menacer Pega Eni. La réponse que je lui ai donnée, j'ai mon portable ici, lui il est au Golfe. Comment je peux lui remettre mon portable? Et si c'était ce que vous insinuez, je crois bien que peut-être que la brigade de recherche ne m'aurait pas libéré. Parce qu'on dit qu'on ne trouvait rien dans mon dossier. D'accord, monsieur le témoin. Nous nous sommes compris. Monsieur le témoin, vous avez tout à l'heure décrit les conditions dans lesquelles les recrues de 2002-2003 ont été donc sélectionnés, à savoir un coup de pistolet dans l'air, et ceux qui sont restés ont été sélectionnés. D'où est-ce que vous tenez cette information? Vous savez, très peu de choses se cachent dans notre pays. Lorsqu'il y a eu un recrutement, tout le monde cherche à savoir comment. Et même pas vous ne pouvez me dire le contraire. Leurs rumeurs, sinon tout le monde le disait, eux-mêmes le disaient, c'est-à-dire ceux-mêmes qui ont été recrutés le disaient. Donc c'est normal que moi aussi je le dise.
D'accord. Hier, vous avez fait une répartition par taux des ethnies qui composaient donc ces recrues. Et vous avez parlé des Bétés, Oui, des Guérés, oui. de Kroumen, de gens du Sud et les Ébriers. Vous vous rappelez? Tout à fait. Donc, à vous entendre, cela veut dire qu'en fait, lorsqu'on a tiré donc les pistolets en l'air, majoritairement, ce sont les Bétés, les Guérés, les Kroumen et les gens du Sud qui sont donc restés. À ma connaissance, les patriotes étaient de ceux-là. Le nordiste qui allait aller se mettre parmi les patriotes, il cherche quoi? Vous êtes sûr qu'il allait s'en sortir? Et même peut-être qu'il y avait quelques-uns, mais très peu. Monsieur le témoin, je ne sais pas si ma question était précise. Je veux dire, par rapport à ce que vous avez dit, j'ai dit, ceux qui composent donc ce taux majoritaire, ce sont ceux qui sont donc restés lorsqu'on a tiré le pistolet. Lorsqu'on parle de taux majoritaire, moi, par exemple, quand les éléments sont arrivés à Kouédo... Non, monsieur le témoin, on va y arriver. On va y arriver. Oui, mais je veux vous parler d'un taux majoritaire. Non, non, ça fait partie d'un point. On va y arriver. Okay. Je dis simplement, par rapport à votre mode de sélection, c'est ceux qui sont restés qui ont été donc sélectionnés, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que je crois bien. D'accord. Hier, 19 juin 2017, à la page 19, ligne 25 à 28, et page 20, ligne 1, vous dites, et je cite, « Parmi ces patriotes, on avait assez de Bétés, de Guérés, de Kroumen, des gens du Sud, admettons les Alagans, les Ébriers, et puis quelques rares personnes étaient des 3 points de suspension. Ceux de l'Ouest, les Bétés, il y avait à majorité beaucoup de Bétés et de Guérés. Fin des citations. Je peux répondre? Je n'ai pas encore posé des questions. Ah, merci. Dans ce que vous avez dit, je voudrais qu'on soit d'accord, qu'on vienne sur un thème, sur l'utilisation d'un thème. Quand vous dites parmi ces patriotes, on avait assez de Bétés, est-ce que par ces patriotes, vous parlez des recrues? Pour qu'on s'entende, vous dites parmi ces patriotes, on avait assez de Bétés. Est-ce qu'il faut entendre par ces patriotes les recrues? C'est les recrues que vous appelez les patriotes? Au fait, ce n'est pas moi qui leur ai donné ce nom-là. Parce que même quand ils sont venus dans l'armée, le nom de baptême que la population leur avait donné était les soldats Blégoudé. Monsieur le témoin, on a déjà entendu ça. Je dis simplement, et puis vous voyez, vous êtes devant la cour et c'est vous qui employez les mots. Je dis simplement que vous dites ici, parmi ces patriotes, on avait assez de Bétés. Ma question, c'est, quand vous parlez de ces patriotes, est-ce que ce sont les recrues que vous appelez patriotes? Oui. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que
lorsqu'il y avait la situation de crise, vous ne parlez pas de la crise post-électorale, mais lorsque la rébellion armée avait attaqué la Côte d'Ivoire, les autorités militaires ont donc lancé ce mouvement pour recruter. D'accord. Ma question est celle-ci. Était-ce pour pallier à une insuffisance de soldats au niveau de notre armée? Oui ou non? Je pense bien. Que oui? Oui. D'accord. Donc, c'est ceux qui ont répondu à l'appel de la nation et qui ont été recrutés que vous appelez, dans votre citation que je viens de lire tout à l'heure, patriotes. C'est ça? Au fait, c'est ceux-là que j'appelle patriotes. D'accord. Parce que c'est ceux-là qu'on appelait patriotes. On a bien compris. Vous avez dit ce matin que vous n'étiez pas dans l'administratif. Tout à fait. Que vous êtes soldat. Oui. D'accord. Nous avons le chiffre de 3000 recrues en 2003. Ma question, vous qui n'êtes pas dans l'administratif, comment vous faites pour savoir ou bien pour faire cette répartition ethnique? C'est tellement facile. Quand vous êtes au milieu des gens, selon la langue qu'ils parlent, vous, par exemple, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. Mais si on me demande d'où vous venez, je dirais que vous venez du centre de la Côte d'Ivoire de par votre nom. Donc, on connaissait à peu près la langue que chacun parlait. Et quand beaucoup d'hommes s'expriment dans cette langue-là, moi, je dirais quoi? C'est seulement ce que je pouvais dire. Qu'en majorité, beaucoup étaient bêtés. Donc vous avez eu accès à ces 3000 personnes? Dire que j'ai eu accès à ces 3000 personnes, ce serait trop dire. Mais précisément, ceux qui étaient à Kwedo, beaucoup parlaient BT. Et vous êtes d'accord aussi avec moi que le premier camp d'accueil au niveau d'Abidjan, c'est à Kwedo. Ils étaient combien? L'échantillon qui a constitué votre étude de répartition? Bon, je ne pourrais vous donner des chiffres parce que je n'ai pas les statistiques moi-même. Mais moi, c'est selon les gens qui parlaient, c'est par rapport à ça que moi j'estime. Monsieur le témoin, nous sommes devant la Cour pénale internationale pour une affaire assez grave. Vos affirmations, quand vous faites une répartie, vous dites qu'il y a eu un recrutement dans une nation et que vous venez devant la chambre de la Cour pénale internationale pour dire que voici la répartition ethnique des recrues. Vous êtes donc capable de nous dire sur quel échantillon vous avez travaillé? Ils étaient au nombre de combien, ceux qui ont constitué votre échantillon pour établir cette répartition ethnique? Comme je vous l'ai dit, je ne serai pas capable de vous donner le nombre parce que je n'ai pas les statistiques. Mais moi, je sais que dans mon pays, pour venir dans l'armée, on passe par la mairie où on va s'inscrire ou dans les sous-préfectures. Vous connaissez un seul qui est passé par une mairie ou par une sous-préfecture? Je ne pense pas. Si vous connaissez, donnez-moi les chiffres. D'accord. Tout à l'heure, de votre propre bouche, vous avez parlé d'une situation exceptionnelle qui avait donc nécessité ce recrutement. La Côte d'Ivoire est attaquée. Est-ce que nous pouvons donc, dans ce cas-là, nous trouver dans la situation ordinaire de recrutement? Pourquoi pas? Il y avait quelle urgence? Est-ce que je peux continuer? Non, c'est bon, c'est bon. Il n'y a pas d'urgence, c'est bon.
Monsieur le témoin, 2003, la zone CNO, est-ce que ça vous dit quelque chose, cette dénomination? Oui. Ça veut dire quoi? Je ne me rappelle pas très bien de la définition, mais ça me dit beaucoup. Si je vous dis centre, ouest, nord. Un truc comme ça. Centre, ouest, nord, est, un truc comme ça. Oui, je suggère justement centre, nord, ouest, CNO. Voilà. Et donc, c'était une partie du territoire donc, occupée par la rébellion armée, c'est ça? D'accord. Donc, ce que vous nous dites, ce que vous dites devant cette chambre, c'est que une rébellion armée qui est en train d'occuper le territoire national, il n'y a pas urgence pour les autorités militaires de faire des recrutements. C'est ce que vous dites? Vous savez, les premiers même qui ont repoussé cette rébellion, moi, je faisais partie de ceux-là. Et les milieux... Monsieur le témoin, excusez-moi, est-ce que vous pouvez répondre à mes questions? J'ai dit, oui. Il y a une rébellion qui occupe une partie du territoire national. Et ce que vous êtes en train de nous dire, parce que vous avez parlé du recrutement, je vous ai dit donc qu'il y avait une situation exceptionnelle. Ce que vous avez donc semblé ne pas partager. Alors ma question, c'est une rébellion qui occupe donc le territoire national et qui étend donc ses tentacules. Vous pensez que ce n'est pas une urgence, une situation d'urgence? Oui ou non? Non. D'accord. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez connu un certain Baba Elvis? Oui, je connais un certain Baba Elvis. Je connais un certain Elvis, mais Baba Elvis, je ne me rappelle pas trop. Vous l'avez connu où? Je l'ai connu à Kwedo, Elvis. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Bon, je ne saurais vous le dire, parce que je ne sais pas. Monsieur le témoin. Oui. Le caporal Baba Elvis, qui est mort lors d'une mission du bataillon Baza. Vous ne savez pas qui c'est? Si je vois maintenant, si je ne me trompe pas, est-ce qu'il ne fait pas partie des morts au niveau de, comment dirais-je, du Golf Hotel? Ou bien, je ne sais pas, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus très bien où il est mort, mais je sais qu'il est mort. Mais pourquoi tout à l'heure vous avez semblé ignorer cela? Je n'ai pas semblé ignorer cela, mais je ne me rappelais pas au moment. C'est quand vous m'avez éclairci que c'est venu dans ma mémoire. Je ne suis pas censé emmagasiner tout dans ma mémoire. Même si on dit que l'homme utilise que peut-être 10% de sa mémoire, mais emmagasiner tout, là, vous imaginez un peu. J'ai moi-même mes préoccupations. Hein. Un de vos collègues décédés? Mais Baba Elvis, je vais vous dire quelque chose. Peut-être que vous ne savez pas. Baba Elvis n'était pas mon proche. On était collègues de service. Dans votre service, vous n'allez pas me dire que vous êtes proche de tout le monde. Bon. Je ne vais pas ajouter quelque chose pour dire que... Bon, bref. Votre mission à la MACA, pendant cette mission, d'abord, ça a été quoi? Vous en avez parlé hier, vous avez dit que vous avez appris que les prisonniers voulaient s'évader. C'est bien ça? Ça, c'est l'information qu'on nous a donnée au bazar, au cours du rassemblement, avant même qu'on parte à la mission. D'accord.
L'information complémentaire que nous avons, qui peut être fondée ou pas, mais l'information en tout cas complémentaire que nous avons, c'est que ces prisonniers devaient être libérés par le commando invisible. Est-ce qu'on peut ajouter cela comme information que vous avez reçue? Le commando invisible. C'est vous qui me l'apprenez. D'accord. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous donner la date de cette mission à la MACA, à peu près? Je ne l'ai pas en mémoire. Je vais donc prendre votre déclaration pour vous rafraîchir la mémoire. CIV OTP 0028 04 95 page 15. Je cite le témoin. La première, paragraphe 97. La première mission que j'ai effectuée pendant la crise était la sécurisation de la MACA. Parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi les prisonniers de la MACA allaient être libérés par le commando invisible. Donc, on nous a confié la sécurisation de la MACA. Fin de citation. Monsieur le témoin. Oui, je vous écoute. Reconnaissez-vous avoir dit cela devant les enquêteurs du bureau du procureur? Je reconnais l'avoir dit. D'accord. Pourquoi est-ce que lorsque je vous ai parlé d'être des prisonniers libérés par le commando invisible, vous avez dit que cette information venait de moi, que je vous l'apprenais? Mais quand on parle de rumeurs, ça veut dire que c'est des informations qui volent ça et là. Mais est-ce qu'il faut tenir compte de la véracité des rumeurs? Monsieur le Président, je n'ai plus de questions à poser à ce témoin. Thank you very much. Le juge président, je vous remercie infiniment. Ainsi s'achève donc Maître Knops. Pardon, Monsieur le Président, effectivement, l'équipe de Monsieur Blégoudet en a terminé. Le Président, merci. Je vois que vous avez fini votre interrogatoire. Comme promis, je fais référence au temps que vous pensiez devoir consacrer à votre interrogatoire. Je m'adresse maintenant à Madame le procureur. Est-ce que vous voulez avoir la parole pour poser des questions supplémentaires? Madame Pack, une question supplémentaire, s'il vous plaît. Le Président, oui, allez-y. Madame Pack, rebonjour, Monsieur le témoin. I just have one. Je souhaitais revenir sur une question qui découle d'une question qui vous a été posée par l'équipe de M. Gbagbo, par Maître Altit précisément. Et vous avez apporté votre réponse. Il était question de Patrice Kouassi. Et en réponse à une question, vous avez dit, et je donne la référence, il s'agit de la page 64 de la transcription temps réel version française, ligne 2 à 9. Et donc votre réponse à une question qui vous a été posée concernant Patrice Kouassi a été la suivante. Il m'avait dit quand j'effectuais des missions, il m'avait demandé de lui dire pour qu'il puisse donner des conseils. Et souvent, en plus de ça, il y avait des missions nocturnes que nous, on n'avait pas droit de participer. C'est-à-dire, Dadi prenait ce qu'on appelait le contingent Blégoudet et il sortait nuitamment.
So my question is this. Ma question est la suivante. Elle concerne la formulation que vous avez utilisée. Le contingent de blé goudé. De qui s'agit-il? Au fait, c'est les jeunes qui avaient été recrutés à l'état-major comme hommes de nom de baptême, pas donnés par l'armée, mais donnés par la population. C'est-à-dire ces patriotes-là, quand ils ont été recrutés, qui sont venus dans l'armée, nous on disait comme ça le contingent blé goudé. C'est comme ça qu'on les appelait. And just to understand correctly, these are the. Et pour être sûr d'avoir bien compris votre réponse, est-ce que vous parlez des recrues auxquelles vous avez fait référence entre 2002 et 2003? Thank you very much, Mr. Merci beaucoup, monsieur le témoin. L'accusation en a terminé. Merci, monsieur le président. Le président, je vous remercie. Maître Altit. Le président, même monsieur, pas de questions. Thank you very much. Le président, merci beaucoup. Maître Knops. Maître Knops, pas de questions, monsieur le président. Le président, je vous remercie. Monsieur le témoin, je peux vous annoncer maintenant que votre déposition devant la Cour pénale internationale est maintenant terminée. Vous pouvez rentrer chez vous. Merci infiniment d'avoir accepté de venir témoigner. Je vais demander à madame l'huissier de bien vouloir accompagner le témoin en dehors du prétoire. Merci. Avant de lever l'audience d'aujourd'hui, en vous remerciant pour votre collaboration, nous avons pu achever la déposition du témoin en 2 jours. Je vous demanderai de passer à huis clos partiel afin que je puisse vous communiquer une information. Il ne me reste plus qu'à annoncer que nous allons avoir un programme très chargé au cours des prochaines semaines et jusqu'aux vacances judiciaires. La semaine prochaine sera très chargée. Nous aurons 14 journées d'audience avant les vacances judiciaires et nous avons 9 témoins à entendre d'après la décision qui a été déposée le 7 juin. La Chambre est déterminée à s'en tenir à ce programme. Et évidemment, cela ne sera possible qu'avec le concours des parties. Si besoin est, nous siégerons en horaire prolongé, si cela s'avère nécessaire. Mais en tout état de cause, la Chambre s'attend à ce que vous soyez très précis dans votre gestion du temps qui vous est alloué. Cela signifie que les questions doivent aller droit au but, sans vous éparpiller, sans vous étendre sur des sujets qui ne sont peut-être pas nécessaires. Mais pour respecter le calendrier, la Chambre devra être très stricte et elle le sera. Ceci étant dit, je lève donc l'audience et nous reprendrons lundi prochain, mardi prochain à 9h30. L'audience est levée. Vous levez.